mesdames et messieurs, chers auditeurs en ligne, hein, merci d'être là à ce rendez-vous. Merci beaucoup, Président Rotner, d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, vous êtes délégué, si je puis dire, donc à l'urgence écologique. Alors l'écologie, c'est assez vaste. C'est pour ça que je voulais aussi vous parler des histoires de virus, car vous êtes médecin. Et votre région a beaucoup souffert lors de l'arrivée de la Covid en 2020 et vous avez été extrêmement actif, présent et même, je dirais, quelquefois, vous avez trouvé que la politique nationale était un peu incohérente. Moi, je suis toujours épaté de voir qu'aujourd'hui, dans la campagne présidentielle, cet épisode extrêmement important qui a beaucoup frappé la France, personne n'en parle. Est-ce qu'il n'y a pas pourtant des leçons à en tirer ? Ça, peut-être, vous pourrez en parler. Mais bien entendu, l'actualité, c'est d'abord, évidemment, la situation de l'énergie et l'urgence écologique dont vous êtes le représentant auprès de Mme Pécresse. Cette urgence, on entend partout qu'elle est remise, si je puis dire, à plus tard. Hein. C'est-à-dire que, pour l'instant, l'urgence, c'est d'assurer l'approvisionnement en énergie, c'est de se passer du gaz russe, du pétrole russe. Comment fait-on ? Un certain nombre de propositions ont été faites. En vrac, par exemple, la vitesse sur les autoroutes. Ah, tiens, on n'en parle pas. Ben non, on n'en parle pas parce que la Convention citoyenne sur le climat en avait parlé et c'était très impopulaire, donc surtout n'en parlons pas, etc. Mais bon, je donne ça comme exemple puisque c'est extrêmement difficile de conjuguer l'urgence, les mesures d'urgence qui ne sont pas écologiques cette fois-ci, mais qui sont géopolitiques et qui touchent à l'approvisionnement en combustibles fossiles, et l'urgence écologique qui nous oblige à sortir des combustibles fossiles. Donc, Mme Pécresse a déjà, à plusieurs reprises, évoqué son programme énergétique, sortir des combustibles fossiles. Elle est très présente sur la thématique du changement climatique. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est dans le programme de LR. Et vous-même, Monsieur le Président, nous sommes rencontrés plusieurs fois autour de la voiture électrique, donc votre engagement est ancien. C'est de savoir comment on peut régionaliser dans une large mesure la politique de l'énergie, la transition écologique. Donc, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes libre, en quelque sorte, de dire ce que vous voulez. Ce n'est pas simplement mes questions ou les questions de l'auditoire. C'est comment fait-on maintenant, à quelques jours de du premier tour de la présidentielle, comment est-ce qu'on peut accélérer, comment est-ce qu'on peut insister sur les vraies priorités, 3 ou 4 choses, quoi, et pas forcément se perdre dans les détails. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous, à la fois ceux qui sont ici en présentiel, mais ceux qui sont derrière l'écran également. Merci, cher Brice, pour cette invitation et vous toutes et vous tous d'y avoir répondu. Dans vos mots d'introduction, vous m'avez présenté à la fois effectivement comme le porte-parole et celui avec Yann Verling qui est en charge de l'urgence écologique pour Valérie Pécresse dans son programme. Et les mots ont un sens. Il y a le mot urgence et il y a le mot écologie. Et dans l'écologie, naturellement, on a à la fois l'épidémie qui vient de se finir. Il y a du sens, il y a le climat, il y a naturellement l'énergie, il y a également les transports. Ça ne veut pas dire que même si nous ne l'avons pas directement dans notre portefeuille de réflexion, il n'y a pas l'agriculture ou il n'y a pas l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, penser écologie sans penser ces éléments-là de manière complètement globale et intégrée, ce serait passer à côté d'un certain nombre de sujets qui, je l'espère, pourront être abordés peut-être dans une discussion dans quelques instants. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous avons toutes les cartes en main, que les solutions sont matures et qu'il s'agit là aussi de mettre petit à petit les pièces les unes en rapport avec les autres et de construire une vraie stratégie assumée, écologique, peut-être disruptive avec ce qui s'est fait par le passé. Dans les quelques instants qui ont précédé le début de cette séance, on le disait, ça fait longtemps qu'on en parle, les mots ont parfois du sens, sont mal utilisés, sont mal compris, il y a une forme de pédagogie française qu'il faut peut-être réimplanter au sein de notre pays, et on peut regretter d'ailleurs de manière collective que cette campagne n'ait pas forcément entraîné de vrais débats sur les sujets qui sont évoqués aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, je suis président de région également, et mes propos vont peut-être osciller parfois entre à la fois un programme national qui a ses obligations et un vécu régional
qui peut prendre peut-être un peu plus de liberté dans la discussion que nous pourrons avoir aujourd'hui, mais qui est celle finalement d'un président de terrain, une expérience d'un président de terrain, des perspectives qui peuvent être dégagées, d'ailleurs dans une situation géographique tout à fait exceptionnelle, en lien avec l'Europe et donc avec une vue directe, une vision directe, des relations directes avec nos voisins suisses, allemands, luxembourgeois ou belges, et qui est assez enrichissante et là aussi pourvoyeuse souvent de solutions communes. Alors, vous l'avez dit, pour Valérie Pécresse, la neutralité carbone en 2050 est une des priorités, une des pièces maîtresses, c'est clairement affiché. Elle est présidente de région, je crois qu'elle a cette expérience là aussi. Je faisais référence à nos voisins allemands à l'instant. Nous avons souvent une forme d'influence allemande au sein de l'Europe. Quand on voit les choix allemands qui influencent aujourd'hui les choix européens et donc qui deviennent des contraintes chez nous, eh bien, ça pose quelques discordances et quelques stratégies. Affirmer aujourd'hui, comme Valérie le fait, qu'elle veut une politique gaullienne et que derrière cette politique gaullienne, il y a effectivement la neutralité carbone en 2050 qui est fondée entre autres sur le nucléaire et sur une politique nucléaire forte, eh bien c'est assumer un discours qui faudra aussi développer par la suite au sein de l'Europe et au sein des équilibres européens. Ça veut dire que derrière, c'est une forme de maîtrise de production, sur la production, sur les prix, qu'il faut là aussi assumer, et il faut y faire d'autant plus face aujourd'hui que le pouvoir d'achat devient quand même une des premières, voire la première préoccupation de nos concitoyens, et que notre souveraineté là-dedans compte, et compte énormément. Ça veut dire qu'il faut aussi remettre un peu de l'ordre dans la politique énergétique dans notre pays, et de sauver aujourd'hui le soldat EDF, mais peut-être y mettre de l'ordre aussi avec un certain nombre de priorités. Mais je suis convaincu en tout cas que Valérie a cette conscience-là. Alors, cela passe par des mesures très concrètes qui visent à protéger le pouvoir d'achat des Français. Je vais très vite les survoler, on pourra y revenir si vous le souhaitez. C'est supprimer la TVA qui pèse sur les taxes sur l'électricité, c'est instaurer un principe d'indexation automatique des frais kilométriques. Valérie s'est beaucoup exprimé là-dessus dans une période où effectivement le pouvoir d'achat, et c'était avant la crise ukrainienne, était déjà prégnant dans l'esprit des Français. C'est aujourd'hui essayer de redistribuer les recettes supplémentaires perçues par l'État du fait de la hausse des prix des carburants vers les Français. Et s'est exprimé encore la semaine dernière sur ce sujet. C'était une estimation de 25 centimes par litre. C'est réformer le tarif régulé de l'électricité qui prend injustement en compte d'ailleurs le prix de l'électricité produit par les centrales de gaz en Allemagne, et c'est de nouveau cette différence-là et cette négociation européenne qu'il faut introduire. C'est là aussi avoir une vraie discussion sur le plafonnement des taxes qui subventionnent les énergies renouvelables aujourd'hui, et réintroduire une discussion au niveau national. Alors, c'est vrai et il faut l'affirmer parfois dans un discours qui encore il y a quelques mois était plutôt un discours de déclin nucléaire. Nous affirmons depuis très longtemps que le nucléaire doit être un fleuron industriel dans notre pays et doit être la base, là aussi, d'une énergie électrique produite chez nous et assumée. Je viens d'un territoire qui a connu la seule fermeture aujourd'hui politique et assumée d'une centrale nucléaire, celle de Fessenheim. Je vois les dégâts du poste Fessenheim et ce que cela peut engendrer en termes de dynamique de territoire, de non-accompagnement aujourd'hui d'une reconversion et de solitude parfois des élus locaux qu'il faut aller chercher et entraîner dans une transformation de leur espace de vie. Pour cela, c'est le fameux plan de fermeture des 12 réacteurs qui était engagé par le gouvernement actuel. Valérie Pécresse souhaite naturellement revenir sur cette décision, supprimer également le plafond de 50% du nucléaire dans le mix énergétique en 2035 et donner un feu vert au programme de grand carénage de telle manière à prolonger là aussi la durée de vie des centrales nucléaires. Confier au Parlement, donc à la discussion nationale, à la représentation nationale et non plus à l'administration, le soin de la planification des moyens de production grâce à une loi de programmation. C'est une décision politique et stratégique. Je
crois que ça doit être public, ça doit être un débat aujourd'hui, au-delà d'un débat citoyen, d'une convention citoyenne. La représentation nationale doit pouvoir s'exprimer de manière régulière sur ces sujets qui sont essentiels. La construction de 6 EPR est naturellement là aussi largement assumée par Valérie, donc 4 à démarrer d'ici 2035 et soutenir là aussi les petits réacteurs nucléaires et modulaires. C'est un programme d'investissement, en tout cas de 60 milliards d'euros, qu'il faudra réaliser dans ce domaine-là. Nous parlions avec Brice aussi, je vous parlais de Fessenheim, nous avons des centres de production, Capnum, Nogent, Chaux. Dans ma région, j'ai également bien la responsabilité de préparer un territoire au stockage. Et entre autres, celui de Cigéo. Et il y a nécessité, là aussi, de redonner des perspectives. Et c'est toujours ces allers-retours absolument nécessaires et indispensables, vous le comprenez bien, entre le cadre national et l'animation territoriale. Aujourd'hui, l'acceptation de Cigéo, pour que ça ne devienne pas une ZAD, pour que Cigéo soit un plus pour un territoire entre la Meuse et la Haute-Marne, qui soit un territoire qui soit revitalisé, il y a nécessité effectivement de cette discussion, de ce contrat de confiance finalement qu'il faut donner entre l'État et les collectivités pour bien donner des perspectives. Cigéo, ce n'est pas simplement un trou dans lequel on stocke, c'est aussi une formidable opportunité pour un territoire de pouvoir tirer profit finalement d'une implantation industrielle, d'une manne publique qui lui permette d'être revitalisée. C'est ce qui est important à mes yeux. Et on voit là aussi que finalement l'écologie au sens large, l'industrie au sens large est également une source bien de développement territorial à côté de laquelle il ne faut absolument pas passer. Et donc la vision de Valérie Pécresse, c'est de dire qu'en matière d'énergie renouvelable, et j'y reviendrai dans quelques instants, eh bien avoir cette confiance portée au territoire est quelque chose d'absolument évident et que ce n'est pas à l'État, depuis Paris, de tout gérer, mais bien au contraire de le confier en grande partie aux collectivités régionales en grande partie. C'est par exemple le cas des mobilités bas carbone plutôt. Et sur ces mobilités bas carbone, les collectivités, la collectivité régionale aujourd'hui, dans son ensemble, eh bien, est un petit peu l'animatrice de cette volonté d'aller vers une mobilité assumée, une mobilité collective. C'est la place du train, c'est les difficultés aujourd'hui que nous avons dans le dialogue parfois avec la SNCF sur les petites lignes du quotidien. C'est de réintroduire le train comme étant une évidence, à l'image de ce que l'on voit en Suisse, en Allemagne. Et nous en sommes aujourd'hui très loin dans un système national qui est extrêmement figé quant à son développement, quant à son évolution, quant à sa modernisation. Aujourd'hui, nous récupérons des lignes de chemin de fer, dites dessertes fines du territoire. Nous commençons par les réhabiliter parce qu'il n'y a pas eu de maintenance depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc nous avons un retard extrêmement fort par rapport à ces mobilités. Tout le monde en veut, tout le monde en demande. Mais ça aurait pu bénéficier, je crois que ça doit bénéficier, c'est l'état d'esprit en tout cas de Valérie Pécresse, d'un formidable plan de relance. Et quand je dis d'un formidable plan de relance, ce n'est pas 50 milliards, c'est à l'image de ce qu'a fait par exemple l'Allemagne, c'est entre 100 et 150 milliards qui doit être destiné aujourd'hui aux mobilités et aux mobilités ferrées et à leur modernisation en tous les cas. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Naturellement, Brice l'a dit aussi, l'électrification de la mobilité automobile est quelque chose d'important, mais derrière cela, il y a aussi l'électrification et tous les développements aujourd'hui autour de l'hydrogène, de la mobilité lourde, qu'elle soit là aussi ferrée, qu'elle soit c'est celle des poids lourds naturellement, mais c'est celle des tracteurs chez nos amis agriculteurs, c'est celle des bateaux, des péniches. Il faut qu'il y ait un grand plan majeur au niveau national sur ce sujet-là, de telle manière à ce que nous puissions avancer et avancer beaucoup plus rapidement. Encore une fois, je crois que les solutions sont matures. Aujourd'hui, il faut passer à cette notion d'industrialisation. Si je poursuis sur les énergies renouvelables qui sont un complément naturel de l'énergie électrique nucléaire. Alors, parmi ces projets, Valérie insiste très souvent, et ça me fait sourire, parce que sur les projets éoliens, il y a là aussi beaucoup
il y a à la fois les pour et les contre. La position d'un Xavier Bertrand, ce n'est pas forcément la position d'un Jean Rottner. Et il est premier, je suis deuxième en termes d'éolien. Mais je mesure là aussi au quotidien la pression sociale, la difficulté aujourd'hui qu'il existe pour les uns et les autres de pouvoir poursuivre sur l'éolien terrestre un développement. Il y a une pression éolienne qui existe véritablement et des réactions qui sont parfois controversées avec des élus qui sont pour et une population qui est contre. La position de Valérie Pécresse, c'est de dire on n'impose pas un champ d'éolien si effectivement le territoire est contre. Il est hors de question d'y aller. Réflexion sur l'éolien maritime qui est de dire il faut s'éloigner peut-être un petit peu plus des côtes et préserver les intérêts des pêcheurs. C'est toujours cet équilibre entre là aussi le développement d'une source d'énergie renouvelable et les intérêts économiques. C'est ce qu'on appelle une croissance qualitative. Moi, j'aime bien ce terme et cette réflexion. Il s'agit aussi pour nous de soutenir naturellement tous les dispositifs de production de chaleur et d'énergie renouvelable, la biomasse, les déchets, la géothermie. Je viens là aussi d'une région dans laquelle la géothermie très profonde a connu quelques échecs ces derniers temps, mais il y a peut-être à redire. Mais la géothermie à profondeur moyenne ou à très faible profondeur, au-delà de sa qualité en termes de chaleur, revient aussi pour nous aujourd'hui à avoir une politique sur l'extraction de lithium. Et dans ces métaux rares, d'avoir une vraie stratégie de relocalisation française en lien avec les entreprises aussi françaises et internationales qui sont localisées chez nous et sur lesquelles bien, il doit y avoir un débat. Il doit y avoir un débat aujourd'hui sur le nickel et nous pensons à la Nouvelle-Calédonie, à l'impossibilité aujourd'hui d'aller peut-être plus loin dans la production issue de la Nouvelle-Calédonie et donc de rechercher à l'international les sources de nickel pour venir le retraiter chez nous. Ça nécessite des fonds spéciaux, une manière là aussi d'aller chercher ce nickel et de le faire revenir et traiter sur notre territoire national. C'est une vraie stratégie intéressante qu'il s'agit de discuter avec nos grandes entreprises nationales qui partent à l'international sur ces sujets-là. Il n'y a pas de débat aujourd'hui et de structuration de notre filière. Ça nécessite peut-être des fonds très particuliers. C'est Elon Musk qui, pour l'instant, met la main sur la Nouvelle-Calédonie. Certes, mais on peut aller aussi, aujourd'hui, vous le savez très bien, le nickel, c'est plutôt l'Indonésie qui va développer la grande masse aujourd'hui de la production de nickel. Comment est-ce qu'on fait pour être présent à la fois en Indonésie et le retraiter chez nous sur notre territoire national? Ce sont des vrais sujets. On peut parler également du lithium, où on a une capacité de produire du lithium et d'être peut-être quelque part autosuffisant au niveau français, pas au niveau européen, mais de travailler avec nos amis allemands. Dans la Rhénanie-Palatinat, juste en face de moi, a là aussi une capacité de produire. Nous ne produirons pas les 500 000 tonnes nécessaires, je crois, à l'échelle de l'Europe, bien sûr, mais nous pouvons produire une quantité non négligeable. C'est ces sujets-là qu'il faut savoir mettre sur la table au niveau européen, au niveau national, parce que des puits de géothermie, c'est comme les éoliennes, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale doit là aussi se discuter. Parlions tout à l'heure en aparté également de cette fameuse chasse au gaspillage qui est nécessaire d'avoir, qui peut prendre divers noms, mais c'est réduire parfois le coût de l'électricité pour les Français qui réduisent leur consommation lors des pics. C'est une forme de chasse au gaspillage, doubler les rythmes actuels de rénovation énergétique. Alors est-ce que c'est du gaspillage ou est-ce que c'est d'autres termes qu'il faut employer? Et c'est là où Valérie souhaite confier justement à l'ensemble des régions cette responsabilité de proximité, d'action, de lien avec les capacités et les réalités d'un territoire. On n'isole pas chez moi comme on isole dans le sud ou en Aquitaine, c'est de manière différente et il faut faire le lien avec l'industrie du bâtiment, il faut faire le lien avec celles et ceux, avec les bailleurs publics comme les bailleurs privés. Il y a là une vraie stratégie de proximité à instaurer, comme la rénovation des bâtiments publics, un grand plan d'ici 2040 avec au moins 50% de bâtiments publics rénovés d'ici 2030. Je pourrais vous parler également des fuites de gaz de méthane. Enfin, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, là aussi, dans l'éclairage public, il y a de véritables actions extrêmement concrètes dans notre programme. Vous avez, cher Jean Rottner, vous avez
quelque chose qui s'appelle Climaction, quelque chose chez vous. Voilà, ouais, moi j'ai Climaction qui est un programme régional destiné effectivement aux bâtiments publics uniquement, qui, en termes de réflexion sur le bâtiment, permettent à ce bâtiment d'être autosuffisant. Et en termes de subventions, c'est un programme qui marche extrêmement bien, qui est très prisé par les collectivités ou les institutions publiques et qui marche parfaitement. Merci de le rappeler. Je disais tout à l'heure que on ne peut pas parler aujourd'hui d'urgence écologique sans parler aussi de réindustrialisation de la France et de réflexion avec le monde entrepreneurial. Moi, je suis très frappé aujourd'hui de la responsabilité sociale et environnementale des chefs d'entreprise. Ils ont franchi un cap en quelques mois, crise de l'Ukraine ou pas crise de l'Ukraine. Mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui de leur rôle, la nécessité pour eux d'agir au quotidien, naturellement sur leur production, naturellement sur leur philosophie aussi et leur réflexion, sur le fait que la réflexion autour du climat, la réflexion autour des conditions de travail, la réflexion autour de la notion de développement durable, la réflexion en termes de recrutement. Aujourd'hui, un jeune ira préférentiellement vers une entreprise à mission, une entreprise qui a du sens, une entreprise qui lui permet de s'épanouir en lien direct avec ses aspirations et sa capacité d'introduire sur son lieu de travail cette notion de responsabilité sociale. Et donc il y a une vraie prise de conscience du monde entrepreneurial dans ce domaine-là. Et moi je l'encourage et je trouve que c'est assez exceptionnel parce que ce que l'on fait, ou l'apprentissage sur son lieu professionnel, eh bien, on a tendance à le ramener à la maison. On a tendance à... et je ne parle pas simplement du tri des déchets. Ça veut dire que, ah bah tiens, mon patron a installé une borne électrique sur notre parking. Ah bah tiens, il y a aujourd'hui une réflexion, effectivement, on chauffe un peu moins au sein de notre entreprise. On a des filières de réflexion entre externalités positives et externalités négatives. Tout cela fait que le lieu du travail devient un lieu pédagogique pour le lieu, finalement, la sphère personnelle. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça vient amplifier ce que peuvent faire les collectivités, peut-être sur d'autres sujets. La réindustrialisation de la France, c'est là aussi avoir une réflexion, je crois, de performance, de recherche et de développement qui soit complètement efficace. On consomme 2 fois plus de CO2 en Chine qu'en France pour produire une tonne d'acier. Ça montre aussi que ce que nous faisons ici en Europe, ce que nous faisons en France, ce que font nos aciéristes, par exemple, dans ma région, à Mézières-les-Messes, où on a le campus mondial de recherche d'ArcelorMittal, eh bien, démontre que quand, du côté de Dunkerque, on met en place de l'acier vert, eh bien, on franchit un cap très particulier. Quand on réfléchit sur des épaisseurs de métal tout à fait particulières dans l'industrie automobile, qui aujourd'hui connaît une conversion, une transformation majeure, eh bien, c'est chez nous que ça se passe. C'est dans notre pays que ça se passe. Et donc, cette réindustrialisation-là, il faut l'encourager. Il ne faut pas forcément la subventionner, mais il faut vraiment l'aider à franchir ce cap qui nous permet d'être beaucoup plus performants et de venir contrebalancer les effets parfois d'une production moins onéreuse dans les pays asiatiques, mais beaucoup plus performante chez nous en Europe. La réindustrialisation, elle fait partie intégrante, vraiment et de manière majeure, de cette urgence écologique qu'il faut assumer et qu'il faut transformer dans notre pays, qui s'accompagne là aussi d'une baisse des impôts de production chez nos industriels, d'une clause carbone dans les appels d'offres, de dispositifs d'aide publique bien ciblés effectivement sur cette recherche et sur ce développement. Et d'une taxe aux frontières. Et effectivement, de la taxe carbone. Alors j'entends là aussi que, compte tenu de la situation, il faudrait peut-être la moduler, il faudrait peut-être... C'est des petits bruits qui commencent, et des petits refrains qui commencent à arriver. Je crois que là aussi, Valérie est très claire là-dessus. La taxe carbone aux frontières doit être assumée par ceux qui sont en dehors des frontières et pas ceux qui sont à l'intérieur. Il faut que cette taxe carbone puisse vraiment revenir là aussi aux pays européens et nous permettre d'avoir une forme de bons et de bonus supplémentaires. Je crois que c'est majeur. Mais j'étais à Bruxelles la semaine dernière et il ne m'a pas semblé, en tout cas, que la crise ukrainienne
remettent en question un certain nombre de décisions fortes et claires de l'Europe en matière écologique. C'est plutôt rassurant, même si peut-être des modulations, par exemple, dans le domaine agricole, devront peut-être être apportées dans les temps qui viennent. En tout cas, d'un point de vue industriel, d'un point de vue taxation carbone, je crois que de ce côté-là, il y a des choses qui sont clairement assumées, avec des deadlines qui sont fixées, et les discussions avec mes homologues européens ne semblaient pas, en tout cas, remettre en cause les éléments qui avaient été décidés par le passé. Ce qui nous préoccupe, c'était que l'hydrogène ne faisait pas partie des matières qui seraient soumises à une taxe carbone aux frontières. Je dis ça juste parce que, comme beaucoup de l'Allemagne et d'autres pays passent des contrats internationaux pour avoir de l'hydrogène, on ne sait pas comment il sera produit, quoi. C'est des discussions nationales et ce sont des discussions locales. Je vous parlais de ma position tout à l'heure. Quand on reconvertit aujourd'hui Saint-Avold avec une centrale qui visiblement devrait encore être au charbon l'année prochaine, ça n'empêche, à côté, nous cherchons quand même à la reconvertir. Et la production d'hydrogène, compte tenu de la situation et de l'écosystème de Saint-Avold, il est assez favorable. Nous avons juste en face de nous, de l'autre côté de la frontière, vous savez, de grandes aciéries qui peuvent bénéficier là aussi en SAR de cette production française avec un hydrogène-oduc qui ne ferait que quelques kilomètres. C'est un projet qu'on appelle le projet Mosaïque. Beau projet. Mais il y a une guerre aujourd'hui effectivement sous-jacente. Peut-on mélanger de l'hydrogène vert et vertueux français avec de l'hydrogène peut-être moins vertueux allemand ? J'entends cette discussion dans certains ministères. C'est une question qu'il faut se poser. Et quelle est la stratégie commune ? Et il n'y aura qu'une stratégie commune au niveau de l'Europe en matière d'hydrogène qui pourra nous permettre d'être rapides, agiles, performants. Il faut que nous avancions là-dessus. Donc il faut que l'Europe, à un moment donné, en termes de taxonomie, en termes de direction, montre plus que jamais aujourd'hui le sens des choses. Moi, j'ai pris une décision au niveau régional. En tout cas, les aides que nous fournissons sur ces projets-là ne sont que des aides dirigées sur la production d'hydrogène verte. Ce que j'ai vu, c'est que le ministre de l'économie allemand, alors que l'Europe a décidé d'acheter en commun le gaz, il s'est précipité au Qatar, lui, pour passer directement des contrats avec le Qatar. Et c'est une question politique aussi majeure, parce qu'au fond, si on ne veut pas dépendre des Russes, faut-il dépendre du Qatar ou d'autres pays dont les régimes ne sont pas forcément sympathiques non plus. Donc, si vous voulez, c'est une question à terme ou c'est une question immédiate, je ne sais pas. En tous les cas, c'était un mauvais signal sur la solidarité européenne, quoi. Mais bon, peut-être que c'est pas vrai, quoi. C'est un jeu qui... mais là aussi, on le voit, il y a une différence en matière de politique énergétique clairement affichée entre la France et l'Allemagne, ou entre l'Allemagne et la France. La disparition de l'atome en Allemagne, nous sommes sous pression. Fessenheim a été un dossier sous pression allemande, il faut le dire, et continue à être un dossier sous pression allemande. Je reçois dans quelques jours le ministre-président du Bade-Wurtemberg, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais on sent là aussi son attention pour que Fessenheim n'existe plus dans quelques années et qu'il n'y ait plus aucun rapport avec l'atome, avec éventuellement des propositions qui nous sont faites par EDF. Et moi, je tiens à ce qu'EDF reste un partenaire effectivement de la conversion et de la transformation de Fessenheim, qui ne partagent pas forcément notre avis. Et quand on leur dit « oui, mais attention, entre le nucléaire et les particules fines que vous envoyez à longueur de journée depuis vos centrales de charbon, il faut qu'on soit les uns et les autres conséquents. » On l'a vu sur le gaz et la dépendance allemande au gaz. Nous sommes quand même nettement moins dépendants aujourd'hui que ne l'est l'Allemagne. Donc ces sujets sont effectivement des sujets essentiels, majeurs. Et il y a une forme de solidarité européenne qu'on ne retrouve pas encore sur ces politiques énergétiques. Regardez les discussions sur la taxonomie, on n'y est pas et c'est extrêmement compliqué.
RTE nous affirmant encore, je me souviens dans les comités de pilotage de la fermeture, qu'il n'y aurait absolument aucun problème à ce que Fessenheim ferme parce que la France serait largement autonome, sauf qu'on n'avait pas anticipé les incidents aujourd'hui sur un certain nombre de centrales comme nous les connaissons à l'heure où nous le parlons. J'ai vu avec surprise d'ailleurs que certains candidats militaient pour la réouverture de Fessenheim. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux Français. Fessenheim ne peut pas rouvrir aujourd'hui. Ce n'est pas une question de cœur ou non. Il y a déjà la part la plus industrielle de production d'électricité qui aujourd'hui qui a été démantelée. Et à côté de cela, la mise en sécurité est telle qu'on a pris un retard considérable sur ce qu'il aurait fallu faire il y a quelques années pour maintenir effectivement le niveau de sécurité. Donc, il n'est que de voir les difficultés d'Engie en Belgique. Bien sûr. Voilà, alors que tout n'est pas encore fermé. Et de rattraper, d'essayer d'être performant dans les 5 ans qui viennent. Donc, Fessenheim, arrêtons de raconter des bêtises aux Français. Fessenheim ne rouvrira pas. Notre capacité aujourd'hui, c'est de demander et de voir effectivement EDF réaliser des EPR le plus rapidement possible. Quand est-ce que, visiblement, dans les discussions, on peut appuyer sur le bouton, le plan est prêt. C'est effectivement, c'est ce qui est dit, c'est de prolonger aujourd'hui la durée de vie des réacteurs qui sont d'ores et déjà présents sur notre territoire. Mais je vois la pression. Après Fessenheim, aujourd'hui, on nous fait le même débat venant du Luxembourg et de l'Allemagne sur Cattenom. Sur Cattenom, qui est quand même une des plus grosses... c'est sur le budget. Voilà, et derrière, on a le budget, effectivement, avec la Suisse. Mais affirmer sa souveraineté, ça veut dire aussi, à un moment donné, au sein de l'Europe, c'est notre choix, il doit être respecté, et je pense que dans la crise actuelle, eh bien, ce choix, il est plus que jamais légitime. Président, est-ce que je peux vous poser une question là qui taraude beaucoup de défenseurs de l'environnement? Le régulateur de l'énergie, M. Carenco, vient de dire, je crois hier ou avant-hier, il faut accélérer, il faut aller plus vite. Il y en a marre des procédures trop longues, c'est pas possible, on ne peut pas attendre aussi longtemps. Vous avez dit, mais vous avez noté que l'agriculture, on n'averdira pas aussi vite qu'il était prévu, hein, parce qu'il faut produire. Parce que la question du blé est une question aussi très importante, et c'est une conséquence de la crise ukrainienne. La Russie et l'Ukraine sont des grands producteurs de blé, donc il faut produire davantage. Et donc il y a une discussion, il y a des gens qui disent, la FNSEA dit, il n'y a plus de jachère, il faut tout mettre en culture. La Confédération paysanne dit, non, ce qu'il faut supprimer, c'est les cultures énergétiques, parce qu'il n'y a pas de place pour ça, maintenant il faut passer directement à l'alimentation partout, etc. Bon, est-ce que vous pensez, parce que peut-être, après tout, si c'est urgent, est-ce qu'il faut raccourcir toutes les procédures? Est-ce que finalement la question de l'environnement n'est pas secondaire maintenant, et il faut vite passer à l'approvisionnement, coûte que coûte? Cette question est évidemment très préoccupante, surtout pour des défenseurs de l'environnement que je comprends parfaitement, qui disent, mais écoutez, l'environnement ne va pas payer quand même la première victime, si je puis dire, de l'urgence, ça va être l'environnement. Est-ce que c'est possible? Comment fait-on? Je crois qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et il ne faut pas agir dans l'émotion et être trop rapide. On a une crise, on vient de sortir, enfin, on est encore dans une sortie de crise épidémique. Vous posiez la question, on a appris à la fois à agir très rapidement en matière économique et en même temps à nous redonner des perspectives pour rebondir après cette crise virale. Je pense que là aussi, par rapport au conflit actuel, il y a à la fois des répercussions sur notre territoire, il y a des répercussions en termes de production qui peuvent engendrer aussi des conséquences plus lointaines, les émeutes de la faim, des réfugiés qui sont liés à la diminution ou l'impossibilité dans les pays du Maghreb, en Égypte, de bénéficier aujourd'hui d'une production de blé qui corresponde à leur alimentation. Il y a un risque à la fois politique, géopolitique et une déstabilisation qui peut se faire à ce niveau-là. Et puis, il y a, on n'en a pas parlé, mais le rapport du GIEC qui nous dit c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans, et là aussi, dans 5 ans, les réfugiés climatiques peuvent être aussi un sujet politique. Tout cela, ça veut dire qu'il faut à la fois ne pas faire les choses trop rapidement et dire balayons, allons maintenant vers l'hyperproduction alimentaire. Moi, je suis de ceux qui considèrent que le mix dans la production
agricole a un intérêt. Un intérêt déjà parce qu'il faut produire mieux, différemment, avec des rythmes d'assolement, peut-être qu'il s'agit de mieux réfléchir. Et dans ce cadre-là, eh bien, la possibilité de produire par exemple des protéines et de les mettre dans nos méthaniseurs est tout à fait intéressante. On n'est pas que dans de la production nourricière, c'est des productions alternatives, c'est des revenus différents et différenciés pour nos agriculteurs qui en ont bien besoin. Ce sont des perspectives aussi eh bien, d'autonomie énergétique pour notre pays, même si j'ai fait le calcul à l'échelle de ma région, j'ai encore 160 projets de méthaniseurs dans les tuyaux. Ça nous permettrait d'être, grosso modo, de venir compenser aujourd'hui 50% de notre consommation en gaz à l'échelle de ma région. Mais ça vous montre le nombre de méthaniseurs et on revient là aussi, l'acceptation sociale, la bonne compréhension, l'accompagnement nécessaire. Donc le débat écologique doit devenir un débat public, un débat central, un débat constant, qu'on soit dans l'agriculture, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans l'énergie, qu'on soit aujourd'hui dans notre vie quotidienne, dans le pouvoir d'achat. C'est quand même le sujet qui est de cette croissance qualitative qu'il faut opérer, y compris dans l'agriculture. Il va falloir peut-être essayer d'être moins français à Bruxelles. Et voilà. C'est-à-dire où est-ce que nous avons des alliances en Europe pour développer une stratégie d'ensemble. Oui, il y a le rôle de l'Allemagne, mais aujourd'hui, on le voit très bien, il y a d'autres pays, par exemple, côté nord de l'Europe, qui, là aussi, se reposent un certain nombre de questions, nucléaires ou pas nucléaires, mais sur les énergies renouvelables, sur le mix énergétique à l'européenne, et sur le respect peut-être d'autres options. On le voit sur la Belgique. La Belgique, c'est sur 10 ans. Moi, je donne rendez-vous dans 10 ans. La Finlande, voilà. nucléaire. La Finlande, même les Pays-Bas, aujourd'hui, se reposent quand même un certain nombre de questions majeures. Donc, la taxonomie, quand je dis il s'agit d'être moins français, c'est-à-dire plus européen, dans une logique européenne, de négociation européenne, et d'aller chercher, comme vous le disiez, des alliances. Je crois que c'est au niveau de l'État français, mais c'est au niveau des régions, au niveau des industriels. Je pense qu'il faut que nous montions tous à l'attaque, effectivement, de ce qu'est cette autonomie française et cette capacité de faire autrement et d'avoir une souveraineté nationale et française, et peut-être pour d'autres également, différentes. Je crois que c'est majeur de comprendre qu'effectivement, à Bruxelles, c'est pas comme à Paris. C'est vraiment nécessaire et de le faire ensemble, d'aller chasser en meute. Les Allemands savent très bien le faire. Nous avons beaucoup à apprendre de ce côté-là, de la dynamique allemande. Hydrogène, il y a un plan hydrogène. Je n'ai pas encore vraiment compris comment il se développait et quelle était la stratégie. Oui, il y a aujourd'hui des gigafactories qui sont ciblées. Il y a des plans européens qui permettent de les soutenir. Il y a, je pense qu'aujourd'hui, une des solutions viendra quand même de la capacité de produire des hydrolyseurs et de les répartir sur tout le territoire, de convaincre aussi un certain nombre. On parle beaucoup d'hydrogène et de mobilité. Moi, j'aimerais qu'on parle d'hydrogène et d'industrie aujourd'hui. Et je considère qu'on ne parle pas suffisamment et que les industriels ne se sont pas encore suffisamment accaparés ce sujet par rapport à leurs sources de production. Il y a peut-être les grands industriels, grands consommateurs d'énergie qui sont sur ces réflexions-là, du côté de Dunkerque entre autres, mais il y a, je pense, d'autres industriels qui pourraient bénéficier effectivement de la capacité de travailler sur ces sources. Et nous avons encore, en termes de stockage, des solutions de recherche et développement peut-être à encourager, à développer, et tout n'est pas encore abouti. Alors l'aérien, attention, on risque d'être dépassé aussi par les normes européennes et par les décisions européennes. Et j'étais très frappé par la volonté d'ailleurs de la Commission de dire nous mettrons l'accent sur les infrastructures. Et par infrastructure, il parlait par exemple en France
des sources d'approvisionnement en recharge électrique ou en recharge d'hydrogène. Mais absolument pas des biocarburants. Pour eux, ce n'est pas une infrastructure. Ils considèrent que ça fait partie déjà de ce qui existe et donc il ne s'agit pas de mettre toute la puissance européenne sur ce sujet. Grosso modo, pour la Commission, c'est une station de recharge électrique tous les 60 km pour les voitures et tous les 110 à 150 km pour les poids lourds. Il va falloir bosser pour le faire. Il va falloir être ambitieux, il va falloir être extrêmement rapide. Même sujet sur les biocarburants aériens, sur lequel ils mettent vraiment l'accent sur la recherche, le développement et les infrastructures liées à l'aviation de demain et aux carburants aériens de demain. Ça va être une des priorités européennes. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les réponses, mais je pense qu'il faudra s'adapter à cette priorité européenne pour être demain extrêmement performant dans ce type de transport. Franchement, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. C'est un sujet chez nous qui est soulevé par mon opposition écologiste en disant il faut prendre position, faire des motions. J'attends. Il y a une étude aujourd'hui qui est en train d'être réalisée qui, sur le gaz de houille en particulier, pourra nous apporter un certain nombre de réponses. Là aussi, je pense, à un moment donné, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, et il faut aussi tenir compte, encore une fois, de cette pression sociale qui s'exerce chez nous. Et c'est vrai qu'elle est là. Et quand, en termes de répercussions à la fois sur un paysage, de répercussions et de conséquences, c'est pas neutre comme décision. Et aujourd'hui, je n'ai pas tous les éléments en main pour vous répondre. Je ne cherche pas à être politique ou à fuir, c'est juste une réalité. C'est comme vous l'avez dit, les études remontent à longtemps. Et aujourd'hui, ce sujet revient petit à petit sur le devant de la scène. Enfin, revient, moi je l'ai entendu maintenant depuis un petit mois de manière assez régulière, sur ma région comme sur d'autres régions qui disposent aussi de poches de gaz, sur la possibilité d'y avoir recours. Ce n'est pas anodin non plus comme exploitation. Donc là aussi, sachons à un moment donné prendre nos responsabilités, sachons arbitrer, sachons être solides sur nos décisions, mais c'est des décisions qu'il faut prendre avec certitude et avec force. Et donc, il faut avoir tous les éléments. Aujourd'hui, je n'ai pas tous les éléments en main. Le gaz de houille, il vaut mieux pas qu'il fuit de toute manière, donc il vaut mieux le capturer parce que toutes ces mines, il y a quand même des fuites de méthane. Mais moi, c'est la question des carburants, des biocarburants et de la méthanisation. Toutes ces ressources partent de la biomasse. Or, en France, il n'y a pas de politique de la biomasse. On ne sait pas, il n'y a pas d'orientation majeure. Je dis ça juste par rapport à l'aviation, parce que l'aviation, par opposition aux camions ou aux véhicules légers, elle a absolument besoin, l'aviation, de carburant liquide. Et elle a beaucoup compté sur les biocarburants qui ne sont pas arrivés. C'est-à-dire que moi, je me souviens, l'aviation, toutes les compagnies aériennes disaient, mais l'État va nous faire une bonne politique des biocarburants et on va en avoir. Et puis, petit à petit, ça venait, mais il n'y a pas de politique des biocarburants. Mais où sont les biocarburants? Donc la question, c'est est-ce que ça existe, les biocarburants? Je veux dire, est-ce que la ressource est suffisante? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout flécher plutôt vers l'aviation plutôt que de laisser faire un peu n'importe quoi avec la biomasse, hein? Notamment, est-ce que la méthanisation, à un moment donné, n'est pas contradictoire avec la création de biocarburants, jusqu'où on va, etc. Donc, je dis ça parce que dans votre région, vous avez des grands spécialistes et ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit sur la méthanisation et ses perspectives. Mais en revanche, j'ai peur pour l'aviation. Voilà. Effectivement, les intentions de la Commission européenne doivent être précisées le plus rapidement possible de telle manière à ce qu'on arrive à se positionner sur ces sujets. Mais là où je suis d'accord avec vous, y compris sur la méthanisation, c'est que c'est un peu la foire. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut où il veut. Il n'y a pas vraiment de planification. On peut faire du gros ou du petit méthaniseur. On peut effectivement, pour certains agriculteurs, décider de faire du maïs à la place de la prairie ou retourner sa prairie pour faire je ne sais pas. Là aussi, la proximité, à un moment donné, une forme de gestion, de cohérence, me semblerait normale et d'ailleurs demandée par les professionnels.
Et ça peut se faire là aussi au niveau régional, dans une forme d'équilibre et de cohérence de territoire. Mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Même chose sur l'éolien. Pardon, c'est de la responsabilité aujourd'hui du niveau de l'État. Nous n'avons pas la main aujourd'hui sur une réflexion des implantations de l'énergie liée au vent. C'est l'État et c'est le maire ou l'intercommunalité en fonction des lieux qui décident. Il n'y a pas de stratégie finalement. Et là aussi, revenons sur cette production d'ENR à une forme de logique et d'articulation à l'échelle régionale qui me semble être le meilleure échelle de cohérence à travers le SRADET. Nous sommes en train de réécrire notre sauce au SRADET. Au-delà du fameux ZAN, ça passionne les élus locaux. Il y a de l'engouement pour établir une planification intelligente, cohérente, en termes d'occupation, d'imperméabilisation des sols, de réflexion sur les énergies renouvelables, de corridors verts, de corridors bleus, de corridors noirs. Aujourd'hui, les élus locaux sont largement mobilisés, demandent à participer à ces décisions. Et justement, sur la production aujourd'hui des biocarburants, moi je plaide, et Valérie Pécresse plaide largement, pour que cette réflexion puisse se faire dorénavant au niveau régional, dans un cadre national. Parce que sur, effectivement, les biocarburants liés à l'aérien, il faudra un cadre national où, à un moment donné, les régions prendront leurs responsabilités. Parce que je suis, effectivement, une des régions qui, là aussi, et j'étais dans les Hauts-de-France la semaine dernière, nous avons signé encore avec et la Normandie et les Hauts-de-France un accord, une convention au Salon de l'agriculture, parce que nous avons, ces trois régions, la possibilité d'être tout à fait performants dans une réflexion commune dans ce domaine-là, à partir de choix de culture, à partir d'orientations politiques partagées, à partir d'une massification, là aussi, de notre capacité à faire ensemble, parce que de manière isolée, c'est un peu compliqué. Donc, oui, je crois qu'il faut redescendre à l'échelle régionale pour avoir une véritable stratégie là-dessus. J'aime pas le terme de régulation, j'aime pas le terme de planification, mais plutôt de cohérence, de partage d'informations, de stratégie, d'ambition. On a des agriculteurs, on a aujourd'hui de grandes coopératives, on a, encore une fois, on a des acteurs qui sont mûrs pour ces transformations, ces mutations. Il s'agit pour nous, acteurs publics aujourd'hui, de les accompagner, de les diriger, de montrer le sens, là aussi, de cette transformation de notre agriculture. Il n'y a pas que l'agriculture d'ailleurs, il y a la politique de la forêt, il y a la biomasse issue aujourd'hui de ces massifs absolument fantastiques que nous avons, qui peut produire là aussi des choses exceptionnelles en termes de production d'hydrogène. On a une boîte qui est basée à Vitry qui s'appelle Hafner, qui a inventé un procédé qui, à partir du bois, est en capacité de produire de l'hydrogène. C'est une diversification et une origine de la production d'hydrogène qui, bien aujourd'hui, est reconnue. Mais tout cela, il faut aller les chercher et il faut être extrêmement rapide dans la capacité de transformer et de transformer à la fois nos territoires et de transformer notre souveraineté. Oui, on peut bidouiller sur les prix. C'est ce qu'on fait quand même depuis longtemps. Oui, non, mais je sais bien. Mais il y a déjà une notion, aujourd'hui, on n'est plus sur du temps long, au niveau de l'Europe aussi. On est sur des contrats relativement courts. Et sur EDF, travailler sur des temps courts, c'est un peu compliqué quand même. Et donc, la notion de contrat long, est-ce qu'elle ne doit pas être réintroduite au niveau européen ? Je n'ai pas l'impression que ce soit le sens de l'histoire, mais est-ce qu'il ne faut pas se battre dans cette direction-là ? Et à un moment donné, ça n'engage que moi, ça n'engage pas le porte-parole que je suis, mais comment est-ce qu'on continue pour EDF à vivre avec un prix, grosso modo, qui est aujourd'hui à 42 € du gigawatt-heure ? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que, bon, à 50, on arrive à peu près à vivre et à faire ce qu'il y a à faire, et à 55, on arrive à développer des ENR également pour notre énergéticien national ?
Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre une décision radicale et répartir sur la communauté nationale une augmentation des prix? C'est une question que je pose. Mais je vous poserai exactement la même question. Si on parlait d'assurance maladie, qui c'est qui dans la salle ne peut pas se payer une boîte de Doliprane et est obligé de passer par son médecin pour aller se la faire rembourser? Et une boîte de Doliprane, plus une boîte de Doliprane, plus une boîte de Doliprane, plus une boîte de Doliprane, à un moment donné, ça fait une infirmière supplémentaire quelque part dans ce pays. Aussi, c'est l'équilibre entre, finalement... troisième exemple. J'ai rencontré l'autre jour les industriels de l'agroalimentaire. Ils me disaient, mais aujourd'hui, augmenter de quelques centimes un produit, ça va avoir, oui, une répercussion peut-être sur le panier moyen de 5 € au total quand vous passerez à la caisse. Mais pour nous, 5 centimes de plus sur le produit que je fabrique, c'est juste essentiel pour m'en sortir dans la crise actuelle. C'est cet équilibre-là qu'il faut toujours mesurer entre effectivement une réforme, une transformation pour un industriel, la capacité peut-être de monter certains prix, mais la capacité aujourd'hui de se renouveler, de se moderniser, de se transformer et de répondre à la demande. Moi, c'est une question vraiment que je me pose, que je pose dans la discussion qu'on peut avoir avec EDF, c'est ça aussi, c'est où se situe. Alors on sait qu'EDF se mobilise depuis longtemps pour effectivement qu'il y ait une augmentation du coût du prix de l'énergie répercuté sur les consommateurs. C'est pas très populaire ce que je dis, mais c'est juste une réalité. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut recapitaliser? Est-ce qu'il faut nationaliser? Ou est-ce qu'il faut à un moment donné avoir une forme de conscience et de responsabilité collective sur notre industriel national pour qu'il assume et soit en capacité vraiment de se transformer et de transformer notre réponse énergétique? C'est une vraie question. Je pense qu'il y a peut-être, il faut qu'on revoie toutes les subventions là aussi. Par exemple, la géothermie aujourd'hui n'est pratiquement plus aidée. Il va falloir se reposer ces questions-là et peut-être rééquilibrer de manière globale les aides et le soutien que nous pouvons faire aux ENR, mais pas que à l'éolien, mais à l'ensemble des ENR, à l'échelle aussi de la modernisation, de la R&D et du développement d'un certain nombre d'entre elles. Si vous pensez à Fessenheim, reconstruire Fessenheim sur Fessenheim, c'est ça? Je pense que c'est franchement pas une bonne idée compte tenu de la position quasi allemande de ce territoire. Pardon? Voilà, mais on peut faire effectivement des petits réacteurs. Et il faut qu'on sache aussi, déjà les faire et savoir et pourquoi on les fait. Et à côté de quoi on les met. Mais moi, je suis preneur d'un petit réacteur expérimental chez moi. Je suis preneur aussi d'un EPR et j'ai fait acte de candidature là-dessus. C'est pas spécifiquement Fessenheim. Non, mais je reprenais le Fessenheim parce que ça a été proposé par certains. Je pense que franchement, là aussi, dans les relations franco-allemandes, ce serait un coup de canif qu'il ne faudrait pas porter si on veut travailler sur d'autres sujets énergétiques. Je pense qu'il y a d'autres priorités pour le rapprochement franco-allemand que de mettre effectivement une nouvelle centrale sur Fessenheim. Et ça me fait mal de dire ça, mais c'est juste une réalité. Mais aujourd'hui, oui, les EPR, de toute manière, il faut tenir compte là aussi de la politique de l'eau et de la ressource en eau et des capacités que nous avons aujourd'hui à être présents aussi près des cours d'eau, près de la mer en cas de besoin. Enfin voilà, il y a de vrais sujets aussi d'implantation qui s'étudient. Moi, je sais que par exemple sur ma région, j'ai qu'un endroit potentiel, c'est Nogent. Chaud dans les Ardennes, en termes de niveau d'eau, c'est déjà beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Et donc EDF, effectivement, se positionnerait plutôt sur Nogent, par exemple. C'est la question aussi de tout le couloir rhodanien, de savoir où on localise effectivement de nouveaux réacteurs. Donc oui, c'est un sujet. Loi d'exception. Il en faudrait beaucoup des lois d'exception pour aller plus vite sur un certain nombre de sujets, sur les implantations industrielles, parce que là aussi on se fait battre toujours en brèche. Mais
ça revient à la question que Brice posait tout à l'heure sur faut-il aller plus vite sur certains sujets, quitte à oublier parfois le côté écologique des décisions, parce qu'on a besoin de plus d'énergie, parce qu'on a besoin de plus d'agriculture nourricière. Je pense que là aussi, il faut raison garder. Une loi d'exception pour quoi faire si effectivement aujourd'hui il y a un besoin et un besoin rapide. Moi, je suis toujours très frileux sur le fait de sortir de la loi de manière exceptionnelle. Sachons plutôt simplifier la loi. Sachons plutôt ne pas aller au-delà de ce que l'Europe nous propose en disant qu'on va encore être les meilleurs élèves de l'Europe et en allant plus loin toujours que les décisions européennes. Enfin, ça se retrouve partout. Donc simplifions peut-être déjà un certain nombre de textes, nettoyons-les d'un certain nombre de contraintes franco-françaises, restons sur le droit européen, ça nous fera déjà beaucoup de bien et nous irons beaucoup plus rapidement que ce que nous faisons actuellement. J'ai répondu à partir de l'exemple effectivement régional, de l'acceptabilité sociale, de la nécessité d'arriver à l'organiser, que l'échelon régional est le meilleur des échelons. Moi, je me félicite aussi de la très bonne coopération qu'on a avec, on va dire, les gaziers français, qui aujourd'hui nous apportent un certain nombre de solutions en termes d'implantation, en termes de développement de réseau. Je pense qu'il y a une maturité aujourd'hui pour aller plus vite, mais ça doit se faire là aussi dans le cadre de respect du monde agricole et peut-être de la diversité. On a quand même un enjeu devant nous aussi qui est assez particulier, qui est celui du passage aux biodéchets et à une filière de biodéchets structurée à partir de 2023. Je ne sais pas si tout le territoire est déjà prêt sur ce sujet, si effectivement on anticipe, si les méthaniseurs sont là, si toute la transformation de cette filière est déjà suffisamment mature. Je n'ai pas l'impression. Ça fait partie là aussi des éléments supplémentaires qui peuvent être versés au dossier et qui doivent être accompagnés, acceptés, sur lequel il y a une pédagogie. On ne va pas rentrer là aussi dans les bioplastiques, dans le PET, dans tous ces sujets-là, mais qui sont vraiment des sujets d'actualité où contraintes européennes et contraintes françaises viennent vraiment se chevaucher et parfois se contredire. On pourrait faire un programme sur les stations d'épuration des eaux usées, parce que les stations d'épuration, à l'échelle mondiale, c'est autant que l'aviation, que le ciment, c'est beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis, ce sont des bouts qu'on peut très bien méthaniser pour le coup. Et donc, on pourrait très bien concevoir un programme français d'équipement des stations d'épuration, un méthaniseur, des bouts de stations d'épuration. Vous pouvez venir à Mulhouse, je vous invite, puisque la station d'épuration produit des bouts. Ces bouts rentrent dans un méthaniseur. Les résidus de ce méthaniseur rentrent dans une usine d'incinération. Et le tout produit de la vapeur, du gaz, et de la vapeur ou du gaz vert. Et ben voilà, vous voyez, il a tout fait. C'est pas, qu'on s'entende bien, ce ne sont pas des perspectives sur le projet lui-même. Aujourd'hui, je le redis, à l'heure où nous nous parlons, rien n'est stocké. Nous sommes dans un laboratoire et ce laboratoire doit laisser place dans quelques dizaines d'années, à un véritable stockage. Dans un lieu d'ailleurs qui n'est pas le lieu du laboratoire actuel, mais qui va être un lieu d'un nouveau forage. Mais d'ores et déjà aujourd'hui, il y a des acteurs nationaux qui sont sur ce site. L'ANDRA, le CEA, EDF, qui font revivre ce secteur et des compensations financières qui sont octroyées aux collectivités locales. Je parlais de perspectives d'aménagement du territoire, à partir effectivement de cette manne financière qui arrive et qui doit permettre à la Meuse et à la Haute-Marne, en proximité comme de manière parfois un petit peu plus éloignée, d'avoir une transformation territoriale. Comment est-ce que, de ce choix stratégique national, on en fait une chance pour le territoire? C'est le rôle qui est le mien, d'animateur, de cette cohésion
d'aménagement du territoire en lien avec les conseils départementaux, les intercommunalités, les villages en proximité. C'est ça dont je parlais. C'est ce lien puissant qui existe entre finalement une forme de responsabilité nationale qui permet, dans ce lieu qui n'a pas été choisi au hasard, eh bien, de lui permettre de revivre, de se relancer économiquement, parce que c'est vrai que c'est un lieu où il y a une ruralité compliquée, il y a une urbanité qui est aujourd'hui faite de villes moyennes qui nécessitent d'être relancées. C'est une chance. Donc un choix aujourd'hui à la fois énergétique, écologique, doit devenir une chance indirecte pour un territoire bien de se réinventer. Oui, je crois qu'effectivement, le domaine du transport aérien devra être concerné par ces mesures de taxation carbone aux frontières. C'est absolument indispensable. Si on veut que nos compagnies puissent là aussi avoir un avenir, il faudra être en mesure de pouvoir le faire. C'est une bonne question. J'y ai déjà répondu un peu de manière personnelle tout à l'heure. Moi, je suis assez prudent sur la transformation et le passage effectivement d'un parc à l'autre. Je considère que les choses vont se faire à la fois de manière assez naturelle, mais contrainte, et que je vais reprendre les choses. Aujourd'hui, permettre en tout cas à EDF de produire plus, et on n'a pas parlé aussi d'RTE et de la capacité du réseau à répondre peut-être à la demande demain d'une consommation électrique supplémentaire. Ça coûte aussi quelques dizaines de milliards supplémentaires. C'est pour, je crois, Valérie, comme pour nous, un enjeu là aussi à la fois de cohésion nationale, d'équité et de rééquilibrage progressif. Mais je pense qu'il faut avoir aussi le courage de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure à demi-mot, mais ça n'engageait que moi, qu'à un moment donné, nous ne pourrons pas rester à un coût d'électricité constant. Et qu'il faudra assumer aussi, d'une manière ou d'une autre, une forme de progression du coût de l'électricité. Mais comme on accepte d'ailleurs, et c'est assez marrant parce qu'on parle toujours du coût de l'électricité, mais dans le transfert vers aujourd'hui le tout électrique, il y a un coût nettement supplémentaire de l'achat du véhicule électrique. C'est notoire, c'est majeur. Il va falloir accompagner cette transformation. Il va y avoir des répercussions industrielles sur la transformation de nos fabricants automobiles, avec derrière, et ça nous engage dès à présent, des coûts indirects de transfert de cette industrie vers d'autres industries. Tout cela, personne n'en parle, personne ne l'évoque, et pourtant c'est une vraie réalité. Donc il y a certes le coût électrique, mais il y a aussi tous les coûts induits par la transformation aujourd'hui d'une énergie thermique vers une énergie de la mobilité électrique qui est indéniable, qui est là, qui est majeure et qui devra être pris en charge à un moment donné collectivement par le pays et par nos concitoyens. Sur cette question-là, la position de LR sur l'autoconsommation. Je dis ça parce qu'en France, on a une tradition centralisatrice qui a été très utile pour l'équipement du pays, et on a un prix de l'électricité qui est le même partout. Et en même temps, on a cette extraordinaire capacité technique maintenant à développer les petits réseaux, l'autoconsommation, l'énergie chez soi, etc. Une tendance à laquelle les régulateurs français ne sont pas tellement favorables.
pas tellement favorable, parce que la question c'est, oui, mais alors qui c'est qui va payer le coût du réseau? Il faut bien qu'il y ait une solidarité nationale. Alors est-ce que c'est uniquement les riches qui vont avoir une autoconsommation, etc., etc. Mais cette tendance à l'autoconsommation, elle va de pair avec votre régionalisation, avec l'envie pour chaque collectivité de se débrouiller, d'être autonome, d'avoir des territoires à énergie comme ci, comme ça, etc. Donc est-ce que LR, gérant la politique de l'énergie, favorisera l'autoconsommation et serait prête même à revoir la péréquation? C'est vrai que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Ouais, voilà, C'est non, mais c'est la même. Non, mais je suis désolé. Mais, sur votre affirmation, ok, on a tendance à penser que le coût de l'énergie va diminuer avec l'arrivée de la voiture. Moi, je suis extrêmement prudent par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis extrêmement prudent. On peut collectivement le souhaiter, oui. Mais encore une fois, moi, je suis extrêmement prudent sur cette notion et sur le fait que, compte tenu aujourd'hui de la quantité d'investissement, on est quand même en retard aujourd'hui dans notre pays en termes d'investissement, même si ce que je disais et que je développais tout à l'heure était effectivement lié plus à l'AREN il y aura à un moment donné une répercussion sur le consommateur. Et il faut tout faire pour essayer de l'éviter. Je suis d'accord avec cela. Dans les négociations européennes et dans la libéralisation finalement et dans le retour à une forme de souveraineté nationale, la discussion européenne va être extrêmement compliquée. C'est certain. L'Allemagne n'y est pas favorable, c'est clair. Mais là aussi, dans les pistes et dans ce qui se murmure en ce moment à Bruxelles, on sent quand même de nouvelles perspectives s'ouvrir. Dans cette possibilité d'avoir une forme de régulation peut-être à inventer et à développer au niveau européen, qui me semble en tout cas majeur. La solution ne s'ouvre peut-être pas, n'est pas évidente aujourd'hui, mais je crois qu'en tout cas, notre position, la position de Valérie, c'est d'être extrêmement sensible à cela, et s'il y a une partie à jouer, de pouvoir la jouer pour effectivement redevenir maître chez nous. C'est en tout cas une volonté de sa part. Sur l'autorégulation, là aussi, le fait de... Je suis assez... dans mon petit parcours, là, depuis quelque temps au niveau national, il y a cette volonté, Brice, au niveau local, effectivement, de voir une forme de liberté s'instaurer et s'assumer pour qu'effectivement cette autoconsommation puisse clairement se développer et s'afficher. Et donc là, il faut que le carcan national et le cadre national puissent laisser de la liberté, il n'y a pas besoin de loi d'exception, et soient en capacité de nous permettre d'y aller. C'est parfois des coopératives locales, c'est du partenariat public-privé, c'est aujourd'hui de l'engagement citoyen sur des équipements publics, ou dans des sociétés publiques, il y a des participations citoyennes qui peuvent s'opérer. Enfin, il y a des initiatives qu'il faut absolument suivre, encourager, et en termes de pédagogie et de responsabilité, c'est des choses extrêmement positives qui sont en train de se créer sur les territoires. Donc laissons là aussi cette capacité locale s'organiser, respirer et se faire. Là-dessus, attention, parce que on peut être mécontent du prix de l'électricité. Enfin, il y a quand même aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat dans notre pays, de vraies réalités. Et de vraies réalités sociales et difficiles. Enfin, c'est des fins de mois qui commencent au 10 du mois. Donc il y a le sujet naturellement du coût de la vie, il y a le sujet de l'électricité, mais ça s'incorpore là aussi dans une réflexion beaucoup plus large, beaucoup plus globale, sur peut-être un nouveau contrat social français. C'est des inégalités salariales, c'est l'accompagnement et une hausse des salaires, c'est d'autres plans peut-être d'une campagne qui viennent aussi compléter et permettre à un moment donné de pouvoir agir sur une pédagogie du prix de l'énergie
différentes. Grosso modo, je m'explique. Quand Pécresse dit eh bien, c'est 10% de plus sur les salaires à la fin de mon mandat, ça veut dire qu'on peut agir aussi à un moment donné sur des prix, sur de l'énergie, sur la capacité d'accompagner. Il ne faut pas oublier, il y a le prix de l'énergie, mais il y a aussi, à côté de cela, des accompagnements qui se font par les collectivités sur des solutions alternatives en termes de chauffage, en termes de... Voilà, où on est quand même très présent aux côtés des Français, pas simplement sur le prix de l'énergie, mais sur des mesures d'accompagnement, sur des formes différentes ou diversifiées pour accompagner cette transformation de sources d'énergie, au moins privée. Je suis pour. Et nous sommes pour. Non, mais le solaire, on va nous rétorquer tout de suite l'indépendance de la France, la capacité de faire. Déjà, on a des fabricants de panneaux solaires chez nous qu'il s'agit d'encourager, de développer et d'accompagner. Le solaire individuel, quand on parlait d'autoconsommation, ça en fait partie. Aujourd'hui, je pense que là aussi, une organisation de proximité, la présence de panneaux solaires, et je ne parle pas forcément des méga champs, mais c'est simplement le solaire individuel, le solaire domestique, c'est une véritable chance et qu'il faut développer. J'étais en Allemagne ce week-end, de passer quelques heures tranquilles pour respirer un peu. Je suis frappé de la différence sur les couvertures individuelles, les toits dans les villages. Il y a des panneaux solaires partout. À 30 km de là, de l'autre côté de la frontière, chez nous, zéro. Donc c'est cette consommation individuelle, c'est cette pédagogie-là qu'il s'agit d'accompagner. Et il ne faut pas forcément, là aussi, c'est peut-être de la responsabilité des collectivités locales que nous sommes. C'est peut-être un accompagnement différencié sur un soutien à cette énergie domestique rapidement installable sur un toit qu'il faut mettre. C'est ces allers-retours, effectivement, avec aujourd'hui une voiture électrique et Une petite suggestion pour le programme voilà. de Valérie Pécresse. Nous souhaitons, à Équilibre des énergies, que dans les nouveaux règlements des maisons, RE 2020, etc., que l'on prévoit que les maisons puissent être solaire ready, c'est-à-dire qu'elles puissent être prêtes à recueillir des panneaux solaires, donc que les charpentes soient prévues, etc. etc. Un truc très simple. Je vais vous prendre mon exemple de patron de région. Nous allons mettre 1,5 million de mètres carrés de panneaux solaires sur tous nos collèges, sur tous nos lycées. Ça fait partie d'une des... Mais quand je vois la complexité pour le mettre en place, quand je vois la complexité, c'est-à-dire qu'il faut grosso modo qu'on réfléchisse à 10 ans pour atteindre cette quantité-là, ne serait-ce qu'en capacité d'approvisionnement et pour être là aussi pour mettre en avant des fabricants français et pas des fabricants étrangers. Ouais. Donc il y a derrière cela, quand on cherche à massifier l'énergie solaire sur les bâtiments publics, comme nous le faisons, toute une filière qu'il s'agit aussi d'encourager, d'accompagner. C'est majeur. La synthèse, c'est surtout de remercier le président Rotner. Je trouve que c'est pour nous extrêmement intéressant d'écouter quelqu'un qui est aux manettes. Quelqu'un qui est aux manettes dans une région dont vous avez dit vous-même qu'elle était voisine d'autres pays européens qui ne pensent pas toujours forcément de la même manière que nous, mais qui, par exemple, sur les solaires, sur les installations sur les toits, est en avance sur la France, par exemple. Il faut se demander pourquoi. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Manifestement, votre connaissance des dossiers est impressionnante parce que vous êtes précisément aux manettes. Je crois que Mme Pécresse a un bon porte-parole. Je vous remercie beaucoup, Président.